reportages inédits, ça se discute et des mots de minuit, ce soir sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un acte barbare, un crime odieux. Les capitales occidentales disent leur indignation après la mort d'un otage américain décapité en Irak. Une mise en scène filmée et présentée par les bourreaux comme une riposte aux sévices infligés aux prisonniers irakiens. Nous ne céderons pas aux terroristes, répète la Maison-Blanche. Un grand pas en avant dans la lutte contre le tabagisme en France. On le pressentait, les chiffres le confirment. Les ventes de cigarettes ont chuté de 22% pour les blondes, 29% pour les brunes en quelques mois. Une loi en Conseil des ministres pour prévenir et limiter les faillites. Il s'agit d'agir avant la cessation de paiement pour aménager les dettes. 40 000 entreprises mettent la clé sous la porte chaque année. Entrave au progrès ou garde-fou indispensable après des semaines de débats acharnés, le principe de précaution sera finalement bien inscrit dans la Constitution, mais il sera très encadré. Cannes, c'est parti pour le festival, les paillettes et le social, Pedro Almodovar et les intermittents, ils étaient une douzaine ce soir en smoking sur les marches pour cette soirée d'ouverture. Enfin, le nouveau visage du sport de haut niveau en France, Malia Metella décroche la médaille d'or du 100 mètres nage libre au championnat d'Europe. Elle a 22 ans, elle est guyanaise. On commence donc avec l'Irak et cette mise en scène barbare qui provoque l'indignation et l'effroi en Amérique et bien au-delà. Un otage, un homme de 26 ans, jeté à terre et décapité. Les images que nous avons largement expurgées ont été diffusées sur un site internet proche d'Al-Qaïda. Vidéo contre photo, c'est ce que prétendent en tout cas les tortionnaires qui affirment qu'il s'agit d'une réponse au mauvais traitement infligé aux prisonniers irakiens. À Washington, Alan Chalbron. Voilà ce que les téléspectateurs américains ont vu et c'est déjà insoutenable. L'égorgeur, qui a lu un long texte auparavant, serait Abu Musab al-Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak, en personne. Mais les experts linguistes de la CIA ont a priori exprimé des doutes. L'accent ne serait pas celui d'un Jordanien. Qu'importe au fond, cet homme est mort et rien ne pourrait justifier une telle barbarie. Nick Berg était un jeune de 26 ans, idéaliste, de voyage en Afrique. L'idée exprimée par George Bush d'apporter la démocratie en Irak l'emballe. Il part donc là-bas seul comme un routard, dort dans des petits hôtels, essaye de vendre ses services. Il était généreux. Il n'est jamais allé en Irak pour gagner de l'argent et d'ailleurs, il n'en a jamais gagné. Monsieur Berg s'exprimait ainsi avant de savoir comment son fils avait été tué. Depuis, la famille de Nick, ses parents, son frère, sa sœur sont sous le choc, à peine réconfortés par la veillée funèbre spontanément organisée par des amis. Washington aussi est sous le choc. Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, qui passait devant la commission budgétaire du Congrès, n'a fait aucune allusion à ce drame que George Bush a brièvement condamné. Il n'y a pas de justification pour l'exécution violente de Nicholas Burr. Absolument aucune justification. La presse, elle, fait le lien entre l'affaire des prisonniers et le martyre de Nick Berg. Tuer quelqu'un ainsi en vidéo, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les prisons, ce que je condamne. Quand l'Amérique traite mal les gens, il y a toujours un risque de revanche. Difficile de dire de quel côté va basculer l'Amérique, entre ceux qui pensent que malheureusement, en semant le vent, elle a récolté la tempête, et ceux qui estiment que cette exécution barbare justifierait presque les tortures dans les prisons. Rappelons en tout cas qu'il reste actuellement 6 otages détenus en Irak, 3 Italiens, 2 Russes et un Américain. Plusieurs autres étrangers sont portés disparus. L'Irak, où ces images ont été diffusées, bien sûr, par les télévisions arabes. Réaction recueillie à Bagdad par Bertrand Coq et Yann Moine. Le martyre du jeune Américain ne suscite guère de compassion dans les rues de Bagdad. Au contraire de l'avis général, la décapitation filmée de Nicolas Berg est peu de choses au regard des crimes d'Abu Ghraib. C'est rien du tout, dit cet homme, qui ajoute « Vous n'avez encore rien vu. Les Irakiens commencent tout juste à se révolter. » Un Américain tué, mais combien d'Irakiens, dit cette femme? Ce n'est que justice, une réponse mesurée après ce que les Américains ont fait subir aux prisonniers. À travers ces réactions se révèle l'abîme d'incompréhension qui sépare les Irakiens des Américains. C'est ainsi que les sévices à caractère sexuel sont vus par les anciens prisonniers comme pire que la mort. Ali, un commerçant de 35 ans, vient de passer 9 mois dans les prisons américaines.
J'aurais préféré mourir plutôt que de voir ce que j'ai vu, dit-il. Des musulmans forcés de simuler l'acte sexuel. La mort de l'Américain n'est rien en comparaison de ce que nous avons souffert. Le viol pour les musulmans est un désastre inimaginable. À côté, la mort est chose banale. Dans l'Irak d'aujourd'hui, chacun juge à l'aune de sa souffrance. Deux logiques s'opposent, apparemment irréconciliables. On touche là aux limites de l'universel, tant la perception de la barbarie diffère selon les uns ou les autres. Et ce choc des cultures à coups d'images d'horreur renforce les visions les plus réductrices d'un conflit de civilisation. C'est aussi en cela que la guerre en Irak est un engrenage. Aux États-Unis non plus, ces images de supplice n'ont pas effacé la polémique sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens. Deux nouveaux militaires américains comparaîtront en cour martiale, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Et puis, la jeune réserviste Lindy England, qu'on aperçoit à plusieurs reprises sur des photos, est sortie de son silence. Elle a accordé une interview à la télévision et elle met en cause ses supérieurs. Samassoula. Son sourire, sa décontraction aux côtés des prisonniers terrorisés ont fait de Lindy England, 21 ans, le visage des tortionnaires en Irak. Jusqu'à présent silencieuse, la soldate inculpée a décidé de parler et elle accuse. J'ai reçu l'ordre de personnes plus gradées que moi de me mettre là, de tenir cette laisse et de regarder l'objectif. Ils ont pris cette photo pour des opérations psychologiques et c'est tout ce que je sais. Fille de cheminot, élevée dans ce mobil-home de Virginie, Lindy England s'était engagée dans la 372e compagnie de police militaire de Cumberland pour financer ses études. À la prison d'Abu Ghraib, elle relevait les empreintes des détenus. Ces photos, explique-t-elle, étaient prises à la demande de nos supérieurs. Ils revenaient, regardaient les photos et disaient « Bon, c'est la bonne tactique. Continuez, ça marche, continuez. Obtenez les résultats dont on a besoin. » Autrement dit, les soldats auraient torturé sur ordre de la hiérarchie, contrairement à ce qu'affirme l'état-major américain. On n'avait pas le sentiment de faire quelque chose qu'on ne devait pas faire, parce qu'on nous avait dit de le faire. Et à la question, les prisonniers ont-ils subi pire que ce que montrent les photos? Elle répond oui. Lindy England n'en dira pas plus. Sur les 7 soldats inculpés, Lindy est la seule à ne pas être en prison à Bagdad. Enceinte de Charles Graner, un autre inculpé, elle a été rapatriée aux États-Unis. Et on s'arrête un instant sur ces traitements, sur ces techniques d'interrogatoire, entre guillemets. Sont-elles connues des services français? Qu'en pense-t-il? Nous avons pu rencontrer une unité spécialisée dans le renseignement militaire, des hommes qui ne s'expriment jamais ou très rarement, et nous leur avons montré ces photos. Claude Sampère, Vincent Bouffarti. Ils sont 75 hommes et femmes, tous spécialistes du renseignement militaire. Basés à Metz, leur unité est une des plus discrètes de l'armée française. Leur spécialité, l'interrogatoire de prisonniers de guerre. Voici leur patron. Quand vous voyez ces photos qui viennent d'Irak, donc cette femme qui tient un prisonnier en laisse, ou par exemple cette photo qui est très connue, ce prisonnier qui est menacé par des chiens. Oui. Quand vous voyez ces photos, vous réagissez comment? Déjà, il ne s'agit pas d'un... dit c'est à bannir, c'est tout. Je n'en veux pas. Et ce qui a été monté chez nous ne permet pas ce genre de choses. C'est inqualifiable. Je sais que chez moi, il n'y en aura pas. Ici, ces hommes et ces femmes qui sont obligés de rester anonymes apprennent les règles très strictes de l'interrogatoire. Ils sont tous volontaires. Au début, j'ai une petite appréhension parce que l'interrogatoire, par rapport à mon passé, par rapport aux informations connues sur les interrogatoires, ça a toujours été lié avec maltraitance, des tortures. Et je me suis aperçu que, en fin de compte, nous menons plus des entretiens, des auditions que les interrogatoires tels qu'ils avaient pu être présentés au cours de l'histoire. Depuis des années, l'armée française a réfléchi sur ses méthodes d'interrogatoire. Aujourd'hui, plus question de frapper un prisonnier. Par des méthodes douces, on cherche au cours de l'entretien à détecter ses points faibles. Le frapper, ça ne sert à rien. Vous donnez une gifle, vous donnez une deuxième gifle, quand est-ce que vous arrêtez? Là, vous ne savez plus vous arrêter, vous ne savez plus quand vous arrêtez. Donc déjà, de manière pragmatique, cette méthode-là est totalement à proscrire, à mettre à la poubelle.
L'unité du colonel Michel a été créée seulement il y a 4 ans. Depuis la première guerre du Golfe en 1991, l'armée française n'a plus eu de prisonniers de guerre. Les hommes du colonel Michel savent que c'est uniquement lorsqu'ils seront déployés sur un terrain d'opération qu'ils pourront vraiment prouver l'efficacité de leur méthode d'interrogatoire. Et la controverse se poursuit également en Grande-Bretagne. Prise à partie à la Chambre des communes, Tony Blair a confirmé qu'il n'avait eu connaissance que ces derniers jours du rapport de la Croix-Rouge sur les sévices. Et en ce qui concerne spécifiquement les soldats britanniques, il a redit sa conviction. La seule preuve qui a été présentée est constituée de photographies qui sont presque certainement fausses. Fin de citation. À l'étranger encore, une image de la situation au Proche-Orient et de la tension, toujours très vive à Gaza. Un nouveau véhicule blindé israélien a été visé par une nouvelle attaque à l'explosif. Il y aurait 5 morts selon le djihad islamique qui a revendiqué cette action. Et puis vous le voyez, les représailles continuent dans la zone de Zeytoun avec cette scène notamment, cette femme qui a été visée à la jambe. Elle a été évacuée dans un hôpital. On compte 4 morts palestiniens dans cette zone. En France, d'abord les progrès de la lutte contre le tabagisme. Après les récentes augmentations du prix des cigarettes, voici les premiers chiffres officiels publiés par Altadis, l'ex-CETA. Les ventes sont en chute libre, moins 22% pour les blondes et moins 29% pour les cigarettes brunes au premier trimestre 2004. Martin Gouès, Delphine Calmot. C'est pourtant bien une vitrine de buralistes, mais ici les DVD s'installent à côté des cigarettes. Il faut se diversifier, car depuis la dernière augmentation des prix, ce sont 100 à 200 clients en moins qui passent dans ce bureau de tabac tous les jours. Quand le paquet flirte avec les 5 €, les fumeurs cherchent d'autres solutions, légales ou pas. Du tabac à rouler. Pourquoi? Parce que les cigarettes sont trop chères. Un jour, j'étais en train de marcher au métro Barbès, on m'a proposé des paquets de cigarettes à 3 €, donc je les ai achetés tout de suite. En un an, le paquet a augmenté de près de 40%. Et plus le prix augmente, plus les ventes baissent. Moins 22% au premier trimestre pour les blondes, une chute de 29% pour les brunes. Pour les buralistes, c'est un vrai manque à gagner. Vous vendez peut-être moins de briquets, moins de chewing-gum, moins de barres chocolatées, moins de café, moins de tout. C'est notre activité qui baisse. La politique de hausse des prix semble donc porter ses fruits. La Ligue contre le cancer s'en félicite et demande même une nouvelle augmentation. Il faut que tous les produits de tabac, cigarettes, tabac à rouler, cigares, augmentent d'un minimum de 10% par an en une fois. Il faut que la prochaine loi de finances de l'automne prochain prévoie donc cette augmentation. Car 10% de hausse, c'est 5% de fumeurs en moins. Les fabricants de cigarettes, eux, ne savent pas encore s'ils vont augmenter leur prix en juillet prochain, comme prévu. La grève à la SNCF, elle a commencé il y a quelques minutes. 4 syndicats protestent contre le plan fret qui vise à redresser les comptes du trafic de marchandises, d'après la direction. Dernier chiffre, 70% des TGV circulent normalement, 60% des trains corail. En banlieue parisienne, comptez 1 train sur 2. Enfin, aucune perturbation n'est attendue sur l'Eurostar et le Thalys. Le mouvement prendra fin vendredi à 8 h du matin. Les transports encore avec les loupés des radars automatiques. D'après le Canard enchaîné, une photo sur 5 est inexploitable, trop floue ou trop de voitures. Interrogé sur le sujet, le ministère des Transports parle lui de 10 à 15%, une marge d'erreur inévitable selon lui. Vanessa Rouet, Alexandre Carr. En théorie, tout est automatique. Les radars, les flashs, les procès-verbaux envoyés directement aux contrevenants. En théorie du moins. Car en pratique, les opérateurs du Centre national de traitement situé à Lille se voient obligés de contrôler manuellement les clichés pris sur le vif. Et la surprise, une photo sur 5 serait inexploitable. Plaque d'immatriculation illisible, mauvais cadrage, plusieurs véhicules sur un même cliché, 20% des infractions seraient rejetées, un pourcentage revu à la baisse par le ministre des Transports cet après-midi. Dans le cahier des charges, pour commander les radars, on avait dit jusqu'à 20% d'erreurs, et il y a moins de 20% d'erreurs. Il y a entre 10 et 15%. Eh bien, quand il y a un risque d'erreur, on n'envoie évidemment pas l'avis de contravention. Pour les associations de lutte contre la violence routière, 20% ou pas, c'est toujours mieux qu'avant, à l'époque du piston quasi systématique. Des interventions à tous les niveaux qui faisaient que plus de la moitié des procès-verbaux n'arrivaient jamais à leur destinataire ou n'étaient jamais payés. En 7 mois, 600 000 infractions ont été enregistrées par la petite centaine de radars automatiques en fonction. Il était prévu d'en porter le nombre à 1000, mais pour des raisons techniques, seules 450 autres machines verront le jour cette année.
L'affaire Battisti, nous l'évoquerons dans un instant, mais d'abord ce fait divers tragique pour un motif dérisoire. À Savigny-le-Temple, près de Paris, un homme de 38 ans, père de 2 enfants, a été frappé à mort parce qu'il tentait de récupérer son vélo volé la veille. Une enquête est en cours. Fanny Auvergne, Ziden Berkous. Battu à mort dans son quartier, à 2 pas de l'école de ses enfants. Le 29 avril, Patrice Cambron, 38 ans, aperçoit en rentrant des courses un adolescent sur le vélo de sa femme, volé la veille. Il part à sa poursuite, revient 10 minutes plus tard, titubant. Il a tourné sa tête et là j'ai vu que sa tempe était abîmée. Il avait une énorme bosse sur la tempe. Et là je lui ai demandé s'il s'était battu. J'ai pas eu trop de réaction. Je lui ai demandé si on l'avait frappé à la tête. Il m'a fait signe que oui. Est-ce que c'était avec une barre de fer? Il nous a fait signe que oui. Le père de famille sombre dans le coma et meurt lundi dernier. Mais Patrice méritait pas ça parce que c'était quelqu'un d'entier. C'était quelqu'un de bon et de généreux. J'ai 2 enfants qui aujourd'hui n'ont plus leur papa. Que s'est-il passé exactement? Difficile à dire. Un seul témoin affirme avoir vu un groupe d'adolescents frapper à coups de barre de fer dans le dos Patrice Cambron. Mais impossible de reconnaître les agresseurs. Sa famille lance un appel à témoins. Pour l'instant, c'est le mutisme complet. Personne n'ose rien dire. C'est un peu la psychose, quoi. Parce que les gens ont peur un peu de tout. 2 jeunes garçons ont été arrêtés puis relâchés. Le vélo volé a été retrouvé. Il est actuellement en cours d'analyse. L'affaire Battisti, on l'évoquait hier, le parquet général s'est déclaré favorable à l'extradition de cet ancien terroriste de l'extrême gauche italienne, réfugié à Paris depuis le début des années 90, s'est condamné à perpétuité dans son pays. La décision sera connue dans quelques semaines. Politique et cet appel de Jacques Chirac à l'UMP qui n'est pas passé inaperçu après les divergences observées récemment entre le parti et l'Élysée, notamment sur la question de la ratification de la Constitution européenne. Eh bien, le chef de l'État a demandé une union sans faille de l'UMP donc pour soutenir l'action du gouvernement. C'était à l'Assemblée nationale lors d'une réception à l'honneur de Jacques Barrot. L'UMP qui a lancé sa campagne européenne, c'était hier soir à Lille. Alain Juppé, accompagné des 8 têtes de liste, avait invité pour l'occasion la présidente des chrétiens démocrates allemands, Angela Merkel. Je vous fixe un objectif, a-t-il lancé Alain Juppé devant plusieurs centaines de jeunes, faire aimer l'Europe aux Françaises et aux Français. À gauche, l'événement de la soirée, c'était la présence de Lionel Jospin aux côtés de la tête de liste socialiste Harlem Désir, hier soir à Paris. Alexandre Carra, Jean-François Chevet. Presque comme au bon vieux temps. La bande du 18e arrondissement, Lionel Jospin, Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant. Mais aussi un nouveau venu, Harlem Désir, candidat socialiste à Paris pour les européennes. Bonjour. Salut Didier. Une visite éclair, le temps pour l'ancien Premier ministre d'affirmer que voter contre Raffarin et pour l'Europe n'est pas incompatible. Si on vote socialiste, on va voter clairement contre la politique menée par le gouvernement depuis 2 ans que les Français ont rejetée aux élections régionales, et en même temps on va voter pour une Europe, pour une construction de l'Europe qui soit centrée sur la croissance, sur l'emploi, sur la justice. Donc il me semble que ces 2 votes, en tout cas si on vote socialiste, se réconcilient. Harlem Désir. Bonjour. Je vais être le chef des socialistes pour les européennes ici, à Paris. Oh, je serai la main d'humeur. Et c'est vrai, ce déplacement de ténor du PS ferait presque oublier que le candidat c'est bien lui, Harlem Désir. Et d'ailleurs, les questions sont d'abord adressées à Lionel Jospin. C'est votre retour en politique? Non, c'est une présence. Une présence qui est surtout un bon coup de pub pour un candidat en manque de notoriété. Le Parti socialiste qui a dit oui hier au mariage homosexuel, on en a parlé, mais cette prise de position ne fait pas l'unanimité. Plusieurs personnalités ont exprimé des réserves, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Ségolène Royal. Ils sont quelques-uns en Europe à avoir déjà franchi le pas, en Scandinavie notamment, mais aussi aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Reportage Stéphanie Davoigneau, Patrice Brugère. Monsieur Olivier Goethals, voulez-vous prendre pour époux Dirk Demerler? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, j'ai oublié. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Ce couple belge attendait ce moment depuis des années. Aujourd'hui, ils peuvent se marier en toute légalité et ils sont fiers d'être en avance sur la France. Nous sommes en présence d'une équipe de la télé française, un pays qui n'est pas encore aussi évolué que le nôtre.
D'habitude, on se moque de nous. Cette fois, c'est nous qui sommes en avance. En Belgique, les mariages homosexuels sont autorisés depuis juin dernier. En 2003, il en a été célébré presque 200. Cela représente plus de 4% des nouvelles unions dans les grandes villes. Les parents des mariés écrasent quelques larmes. Pour rien au monde, il n'aurait manqué d'événements. Quand ils trouvent quelqu'un avec qui ils sont heureux, ça c'est pour moi le plus important de tout. C'est pas grave si c'est pas une fille? Non, pas du tout. Depuis 10 ans qu'ils sont ensemble, Dirk et Olivier n'ont jamais caché leur amour à personne. Reste à ajuster leur vocabulaire pour s'adapter à leur statut de jeunes mariés. C'est sans doute comme tous les autres couples aussi pour s'habituer. C'est mon mari, c'est plus mon ami. Sans doute. Ça reste mon mec. Je veux dire, moi je connais une fille. Ah bah oui, je me marie. Et tout le monde dit, oh bravo. Et lui, il connaît l'amour de sa vie. Oui. Ils ont une union, mais on ne pouvait rien dire à ce sujet-là. C'est pas juste. Pour l'instant, le mariage homosexuel ne donne pas droit à l'adoption. De toute façon, Dirk et Olivier ne veulent pas d'enfants, juste qu'on reconnaisse leur amour. Une danseuse orientale comme un avant-goût de leur voyage de noces en Turquie. Et comme pour n'importe quel mariage, ce sont les jeunes époux qui ont ouvert le bal. En bref, c'est finalement Jean-Paul Cluzel qui succède à Jean-Marie Cavada à la présidence de Radio France. Jean-Paul Cluzel, 57 ans, était jusque-là PDG de RFI, Radio France Internationale. Information France 2, Patrick Puy, le dernier PDG en date de Moulinex, est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade financière à Paris. La justice enquête sur des soupçons de banqueroute frauduleuse et d'abus de pouvoir. Rappelons que le groupe Moulinex avait été racheté par SEB il y a 2 ans et demi, après la fermeture de 4 usines. À propos d'entreprises en difficulté, le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui un projet de loi sur le droit des faillites. 40 000 sociétés concernées en France chaque année. Il s'agit d'augmenter les chances de survie des entreprises en intervenant en amont. Explication Vincent Fourcade, Céline Crespi. Hervé Lessène a vécu le cauchemar de tout entrepreneur, la faillite. Son affaire d'agroalimentaire était pourtant florissante, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais les coups durs s'enchaînent et l'entreprise périclite. En dernier recours, Hervé se tourne vers le tribunal de commerce. Trop tard, l'entreprise est moribonde, il n'y a plus rien à faire. Quand on négocie avec ses fournisseurs, ses banquiers, un éventuel réétalement des dettes, il vaut mieux le faire quand on a encore un peu de réserve, quand on a un mental encore intéressant, mais pas quand on est le dos mûr. Une telle situation a touché cette année 48 000 entreprises et entraîné 141 000 licenciements. Pour limiter les dégâts, le projet de réforme prévoit que les tribunaux pourront intervenir dès qu'une entreprise bat de l'aile. Une disposition majeure, le plan de sauvegarde. En cas de difficulté financière, un juge pourrait autoriser la suspension des remboursements, le temps d'élaborer un plan de réorganisation, le tout avant même la cessation de paiement, un principe, aider quand c'est encore possible. Immédiatement, on essaye d'apporter la bonne thérapie. Et c'est tout à fait comparable à ce qui se passe avec une pathologie. Lorsqu'on est malade, si on attend, ça sera plus difficile à guérir que si on agit vite. Enfin, les procédures devraient être simplifiées. Pour les petites entreprises, les liquidations devraient être accélérées et bouclées en moins d'1 an, car aujourd'hui, 185 000 dossiers sont toujours en cours d'examen. Une bonne nouvelle aujourd'hui pour l'économie française. La croissance, elle a été de 0,8% au premier trimestre, d'après l'INSEE. On n'attendait pas un aussi bon chiffre. L'INSEE qui estime du coup que la croissance pourrait être de 2% cette année contre une prévision initiale d'1,7%. Commentaire du ministre de l'économie Nicolas Sarkozy, la reprise est bien enclenchée. L'économie encore avec le grand bond en avant de l'Inde, où l'on connaîtra demain les résultats des élections générales. Illustration de cette nouvelle donne, les centres d'appel téléphoniques, les call centers. Vous appelez pour un problème d'assurance ou d'ordinateur en pensant tomber sur un interlocuteur situé près de chez vous. Erreur, il est à l'autre bout du monde. Pour l'Inde qui s'est spécialisée dans ce marché, il s'agit surtout bien sûr de pays anglo-saxons. Envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. À Bombay, il y a l'Inde modeste, grouillante et chaude, et puis l'Inde climatisée, arrogante, riche et solide, comme le marbre. Bienvenue dans le Spectra Building,
dans le monde merveilleux de SpectraMind. C'est un call center, un centre d'assistance téléphonique. À l'autre bout du fil, l'autre bout du monde, les États-Unis. Du géant de la carte bancaire à la reine de l'Internet, ici on traite les appels clientèle des plus grandes sociétés américaines, lesquelles, c'est un secret. Nos clients ne veulent pas forcément qu'on sache qu'ils délocalisent. C'est un sujet polémique et ils préfèrent être discrets sur le sujet. Il sourit, le manager. 15 000 appels par jour, 1 millier d'employés rien qu'à cet étage, qui coûtent un tiers moins cher que s'ils étaient américains. À cause du décalage horaire, il travaille jour et nuit, mais sans se plaindre, au contraire. Moi j'aime aider les gens, c'est sympa de se dire qu'on rend service à quelqu'un. Pendant la formation, on m'a demandé de choisir un nom américain et j'ai choisi Julia, comme Julia Roberts, mon actrice préférée. Parfois, on leur dit qu'on est en Inde et les clients disent « Waouh, en Inde, c'est génial !» La clé du bonheur, c'est cette carte magnétique. Le Spectra Building est une forteresse. Et quand on a ce badge autour du cou, c'est qu'on fait partie du club, celui des jeunes Indiens qui iront loin. Celui-ci vient d'arriver. Bravo monsieur, vous commencerez à 200 € par mois, ce qui n'est pas si mal en Inde. Et vous prendrez de l'avancement dès l'année prochaine, c'est la règle. La population indienne, c'est la France, plus 1 milliard. Alors trouver un emploi pour les jeunes, ce n'est pas facile. SpectraMind embauche une quinzaine de recrues par jour, entre 18 et 25 ans. Fraîchement diplômés, ils viennent nombreux chercher un premier emploi. Les qualités requises, maîtriser l'anglais et avoir de l'ambition. Dans cette société, on a l'opportunité de monter très vite en grade. Et j'ai vraiment le sentiment que d'ici 2 ans, je serai à la place de madame. Mais avoir les dents longues ne suffit pas. Il faut aussi avoir en bouche l'accent américain. En Amérique, ils sont très expressifs entre eux. Et nous, les Indiens, comment on parle? Plat. Parler lentement, avoir les mêmes expressions que son correspondant, voilà le secret d'un bon contact. Oh dear God, whatever you want. Oh my God. Oh my God. Dear God. Oh my God, I'm in front of the TV. Canada, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, les marchés visés par les centres téléphoniques indiens sont anglo-saxons avant tout. Mais cette société n'exclut pas un jour de proposer d'autres services dans d'autres langues, le français par exemple. Santé, faut-il se méfier des traitements hormonaux de la ménopause? Le débat a été ouvert il y a plusieurs années, après quelques études alarmistes. Quelques 2 millions de Françaises sont concernées. Eh bien, les 2 grandes agences sanitaires françaises viennent de se prononcer. Elles se refusent à condamner ces traitements, mais recommandent une utilisation modérée et limitée dans le temps. Nathalie Sapena, David Fossard. Un gel et une pilule tous les jours. Depuis 10 ans, Eliette Coulombelle prend un traitement hormonal de la ménopause. Elle l'a interrompu cet hiver, mais les bouffées de chaleur l'ont à nouveau envahi. La nuit, on a très très chaud, on supporte pas la couette, on change de chemise de nuit 2 fois la nuit, et puis c'est pénible. Et c'est quelque chose qui vous gâche la vie, absolument. Moi, ça fait 10 ans et j'ai essayé d'arrêter, j'y reviens. Hein. 10 ans d'hormones, une exception aux yeux des experts qui viennent de rendre un nouveau rapport. Pour eux, le traitement doit être le plus court possible. Ça peut être 2-3 ans, ou 5 ans, rarement au-delà. Ces recommandations remettent en cause un médicament considéré comme un produit miracle il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, il n'est indiqué que pour les bouffées de chaleur. En revanche, il ne l'est plus pour la prévention de l'ostéoporose, la fragilité des os, à cause du risque minime mais réel de cancer du sein et de maladies cardiovasculaires. Un risque qui augmente avec la durée du traitement. Pour les gynécologues, soulager les femmes ménopausées devient un véritable casse-tête. On voit un grand point d'interrogation dans notre tête de nous dire à chaque fois que l'on donne un traitement, maintenant est-ce que l'on fait bien de donner un traitement? Parce qu'on nous sort sans arrêt de nouveaux traitements en nous disant c'est la dernière des merveilles et quelques temps après on nous susurre que le traitement il n'est peut-être pas si anodin que ça. Les femmes aussi ont paniqué. Depuis 6 mois, 30% d'entre elles ont arrêté leur traitement hormonal. Mais le débat est loin d'être clos, d'autres études sont en cours.
Les sciences, un compromis a finalement été trouvé à la commission des lois de l'Assemblée sur l'inscription de la charte de l'environnement dans la Constitution. Les débats ne font que commencer. Au centre, il y a le principe de précaution. On en parle beaucoup depuis quelques années. Entrave au progrès pour les uns, garde-fou indispensable pour les autres. Un débat philosophique mais pratique aussi. Enquête autour de l'exemple du colza génétiquement modifié. Florence Mavic, Thierry Breton. Ici, nous sommes au cœur de notre commune et nous ne voulons pas d'OGM et, je le dis clairement, je prendrai toute disposition pour qu'il n'y en ait pas à l'avenir. Robert Delante est maire de Saint-Aignan de Craménil, près de Caen. Il fait partie de ces édiles frondeurs qui, partout en France, prennent des arrêtés interdisant sur leur commune tout essai ou culture de plantes génétiquement modifiées. Le but d'un arrêté, c'est généralement d'anticiper sur un danger potentiel. Et là, nous sommes, me semble-t-il, exactement dans la ligne d'un arrêté appliquant le principe de précaution. Principe de précaution, c'est l'arme brandie par les maires dans leur combat contre les OGM. Un principe qui obligera, s'il est inscrit dans la Constitution, les autorités à prendre en cas de risque des mesures et à mettre en œuvre des procédures d'évaluation. Quelque part en Bourgogne, Jean-Pierre Lucas surveille un champ expérimental de colza rendu résistant à un herbicide. Il étudie l'impact de ce colza OGM sur des plantes sauvages de la même famille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de repérer les moutardes sauvages qui sont dans le champ de colza OGM parce que nous les suivons particulièrement afin de savoir s'il y a eu croisement en fin de cycle avec le colza ou pas. Jusqu'à présent, aucun croisement n'a été observé avec cette moutarde, ce qui n'est pas le cas avec le colza ordinaire. Là où nous sommes, entre deux parcelles avec une proche mitoyenneté, il y a des croisements. Face à cette constatation, les anti-OGM ont une position radicale. Le principe de précaution, c'est arrêter les essais en champ. Faux, répondent les chercheurs. La précaution, c'est instaurer une distance d'au moins 500 mètres entre colza transgénique et colza traditionnel. Problème, les pollens et les graines voyagent au-delà. Oui, le résultat, c'est que si je voulais cultiver dans une parcelle comme celle-là, où se ressèment spontanément beaucoup de colza, si je voulais cultiver autre chose que du colza, il faudrait que je désherbe le colza. Donc si ce colza a été rendu résistant à un herbicide, je ne pourrais pas utiliser cet herbicide-là. Difficile alors de se débarrasser de ces sortes de mutants qui pourraient envahir le milieu naturel. Le principe de précaution, ce sera aussi l'obligation d'évaluer cette menace environnementale. Dans ce laboratoire, on élabore des modèles pour essayer de prévoir l'imprévisible. Donc ça, c'est en gros une région. Au milieu, il y a un champ de colza transgénique qui a été cultivé. Et donc les gènes de ce colza transgénique sont en train de se répandre. Et toutes les questions qui se posent avec ces modèles, c'est de savoir est-ce que ça va s'arrêter un jour ou est-ce que ça va continuer indéfiniment. Devant ces incertitudes, doit-on stopper la marche en avant des OGM ou bien multiplier les expériences? Une partie de la communauté scientifique craint que l'inscription du principe de précaution dans la Constitution ne devienne dans les faits un principe d'interdiction dès qu'il y a un doute. Le principe de précaution, c'est une prudence qui peut être tellement grande qu'elle peut arriver à arrêter tout fonctionnement et tout progrès. Une crainte partagée par les élus et les industriels, mais certainement pas par Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement. Pourquoi est-ce que les lobbies se battent tellement contre le principe de précaution? C'est pas parce que ça empêche la recherche, ça c'est mensonger. Le principe de précaution, c'est plus de recherche, c'est pas moins de recherche. Non, c'est simplement que l'obligation de se poser la question des effets a priori peut effectivement avoir des conséquences sur la possibilité de mettre sur le marché quelque chose qui peut être toxique. Encourager la recherche mais freiner la commercialisation, c'est autour de cette question que s'affrontent partisans et opposants du principe de précaution. Un principe qui n'est pas encore inscrit dans la Constitution, que s'annoncent déjà de nombreux contentieux. On en vient à l'ouverture du festival de Cannes, sous la pluie, mais dans le calme, comme prévu, les intermittents du spectacle étaient de la partie, sur les marches et en smoking. Isabelle Bechler. Glamour au rendez-vous sur les marches du Palais des Festivals. Laetitia Casta et Gong Li ont virevolté ensemble devant des dizaines de photographes, toutes de sérénité souriante, comme Emmanuel Béard, membre du jury cette année et qui arrivait au bras de Benoît Poulvord, le comédien belge.
Et voici le résultat du geste symbolique qu'a décidé de faire la direction du festival. 12 représentants des intermittents du spectacle arborent, outre la tenue de soirée de rigueur, chacun sur le dos une lettre du mot négociation. Bonne surprise pour eux, le clin d'œil amical que leur fait le président américain du jury, Quentin Tarantino. Je suis très heureuse d'accueillir ici le président du jury, Quentin Tarantino. Tarantino, un président du jury exigeant, Palme d'Or 94 pour Pulp Fiction, et plus amoureux du cinéma que jamais. Et j'aimerais dire au monde, vive le cinéma! C'est le réalisateur madrilène Pedro Almodóvar qui a déclaré ouvert le 57e Festival de Cannes, entouré de ses actrices fétiches. Je veux dédier cette soirée aux victimes des terribles attentats terroristes du 11 mars à Madrid. Declaro abierto el Festival de Cannes 2004. Et le compromis passé avec la direction du festival n'a pas convaincu tout le monde. Plusieurs dizaines d'intermittents ont brièvement manifesté et tenté d'approcher le palais des festivals pendant la montée des marches. Et ils ont été repoussés par les services d'ordre. Les forces de l'ordre qui ont été mobilisées en plus grand nombre cette année. Cette présence des intermittents est dans toutes les têtes, celle des artistes et de ceux qui viennent les voir de plus près. Nicolas Châteauneuf, Francis Forget. Le sujet de la conversation restera secret, mais lorsque Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, accueille le ministre de la Culture, on peut parier qu'ils évoqueront ensemble les intermittents du spectacle. Du côté du palais, le sujet est surtout évoqué par les journalistes français. Pour les milliers de représentants de la presse étrangère, c'est une autre histoire. Même si on s'intéresse au combat des intermittents, on ne comprend pas forcément tous les enjeux. Aux États-Unis, dans probablement la plupart des autres pays au monde, si on veut travailler dans le spectacle et on a des périodes sans travail, on va faire autre chose entre temps, comme travailler dans une restauration, c'est classique. Heather Lowe est productrice à Hollywood. Elle n'hésite pas à faire un parallèle entre le mouvement des intermittents et ce qu'elle connaît dans son propre pays. À Hollywood, il nous arrive aussi de faire grève, quand il le faut. Moi, je pense que la plupart des gens comprennent aujourd'hui qu'il faut défendre leurs acquis, notamment quand ceux des artistes sont aussi menacés. Avec leur montée des marches, les intermittents ont en tout cas remporté une autre victoire. Ils ont fait la une d'un magazine culturel américain édité à Cannes. Le festival côté cinéma maintenant avec le premier film projeté ce soir. Il est aussi sorti sur les écrans aujourd'hui. Il est signé Pedro Almodóvar, qu'on a aperçu il y a un instant. La mauvaise éducation. Pascal Deschamps, Patrick Voix. On a beau être un réalisateur familier des festivals et l'un des chouchous du public français, débarquer avec dans ses bagages le premier film espagnol jamais présenté en ouverture a de quoi vous mettre la pression. Surtout s'il sort le même jour et s'il est précédé d'une réputation sulfureuse. La mauvaise éducation, c'est l'histoire de deux jeunes garçons amoureux l'un de l'autre dans un collège religieux sous Franco. L'un sera abusé par un prêtre. On n'aime pas un enfant de 10 ans, on le harcèle, on abuse de lui. 20 ans après, les protagonistes se retrouvent, détruits à jamais par le poids du passé et de la culpabilité. La mauvaise éducation n'est pas une autobiographie, mais Almodóvar y évoque sa jeunesse dans une société hypocrite et brimée. Comme ses héros, Pedro Almodóvar, né dans une famille de paysans et élève dans un collège religieux, s'est jeté à fond dans l'effervescence de l'après-franquisme. Il y avait alors beaucoup de frivolité et même de superficialité, mais elles étaient nécessaires après toutes ces années d'oppression. L'éducation dont je parle était plus perverse que mauvaise, car on ne peut fonder l'éducation d'un enfant de 10 ans uniquement sur la peur du péché. C'est pas bien ce qu'on a fait au cinéma. Moi ça m'a plu. Moi aussi. Mais je crois que c'est un péché. Dieu nous punira. La mauvaise éducation n'est pas non plus un règlement de compte avec le clergé catholique. C'est une évocation douloureuse et courageuse de la pédophilie des prêtres. Viens. Allons à la chapelle. C'est un grand problème pour l'Église. Et je crois que beaucoup d'abus et de souffrances seraient évités si l'on supprimait le célibat des prêtres. Le film a fait un triomphe en Espagne. Il est sorti en pleine crise politique pendant laquelle Pedro Almodóvar avait pris parti contre le gouvernement Aznar. Le réalisateur est donc aujourd'hui plus que jamais, et malgré lui, le porte-parole d'une Espagne ouverte et tolérante et la bête noire de ses conservateurs.
Sport, natation et la percée d'une jeune Française au plus haut niveau, Malia Metella. Elle vient de décrocher la médaille d'or du 100 mètres nage libre au championnat d'Europe. Julien Beaumont, Alexandre Boyon. Habituez-vous bien à ce sourire, c'est celui de Malia Metella, nouvelle star de la natation française et depuis une heure, championne d'Europe du 100 mètres nage libre. Un temps distancé, Malia Metella, ligne numéro 4 au milieu de l'écran, rattrape les autres concurrentes dont la championne du monde en titre. 54 secondes, 46 centièmes, nouveau record de France et surtout médaille d'or. Elle est magnifique, c'est vrai, j'en ai déjà eu une pour le relais. Ça c'est celle individuelle et super quoi, c'est une médaille pour l'équipe et je suis super contente et pour moi ça compte beaucoup. Malia Metella, une étoile venue de Cayenne en Guyane. Entraînement quotidien, 12 km à l'INSEP. Une méthode et des résultats. En un mois, la Guyanaise de 22 ans a battu 3 fois le record de France du 100 mètres nage libre, un record vieux de 15 ans. Performante en crawl, elle fait aussi des merveilles en papillon. Elle représentera d'ailleurs la France dans ces deux disciplines aux Jeux Olympiques. Avec Laure Manodou, elles sont les symboles de la nouvelle vague de la natation française. Un coup de flash bienvenu à 93 jours d'Athènes. Voilà l'image de deux hommes heureux, Armel Lecléache et Nicolas Troussel, vainqueurs de la Transat Lorient-Saint-Barth en un peu plus de 20 jours. Un beau cadeau d'anniversaire puisqu'ils fêtaient hier soir leur 27e et 30e anniversaire. Football, le titre s'éloigne pour le Paris Saint-Germain. Lourde défaite hier à Bordeaux, 3-0, doublé de Faïndouno et but de Chamac. Et 2 pénaltys ratés côté parisien. À noter également qu'Auxerre l'a emporté à Lens 3-1 et se place en 4e position. Voici le dernier but des Bordelais. Et puis du rugby, la Coupe du Monde 2007, le tirage au sort des poules avait lieu tout à l'heure à Dublin en Irlande. Un groupe plutôt relevé pour la France, avec notamment l'Irlande et vraisemblablement l'Argentine, si elle se qualifie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 21h Louis Page avec un rôle inattendu pour Anthony Delon. 1h15 dernier journal Laurence Piquet, 1h35 des mots de minuit Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Lequillet, député UMP des Yvelines. On se quitte sur ces images de la fin de l'hiver et pour de bon, c'est toujours une date symbole. La route d'accès du col du Galibier est en train d'être déblayée après 6 mois de fermeture, un travail qui va durer 3 semaines. Avec les marmottes en prime. La neige peut atteindre 11 mètres de haut par endroit. Les voitures devraient pouvoir circuler à nouveau à partir de vendredi. Très bonne soirée. Votre soirée sur France 2. La Passion selon Anthony Delon.